les raisons de ce congrès en quelques mots qui positionnent tout simplement la notion d'intervention non médicamenteuse. Mais qu'est-ce que véritablement ce mot, ce concept? Est-ce que qualifié par le négatif, c'est aussi pertinent que ça? Est-ce que les interventions non médicamenteuses, ce sont des médicaments ou des non-médicaments ou des produits de consommation courante? Et quelle recherche, quelle efficacité, comment le démontrer? Les questions se posent aujourd'hui et il y a un petit peu tout et n'importe quoi dans ces notions et dans ces interventions qu'il va falloir un petit peu cibler. Et comme l'ont très bien dit un certain nombre de personnes avant moi, la notion même de complémentarité doit l'emporter sur la notion d'opposition et d'alternative. Et c'est vrai qu'on peut voir dans la presse un certain nombre de journalistes qui vont parfois aller dans des thérapeutiques alternatives, alors qu'il s'agit évidemment plutôt de techniques, de méthodes, de produits qui vont être complémentaires au traitement conventionnel. Et c'est la raison pour laquelle vous avez dans vos mallettes ce petit questionnaire. Nous avons proposé sur Internet à des personnes de répondre avant le congrès et on va proposer aux congressistes de voir, de dire ou de proposer un nom, une qualification, une appellation qui ne serait pas négative mais positive. Donc je vous invite à y participer et à remettre ici ce questionnaire très rapide au stand du CEPS dans le salon. Alors, comment les nommer? Pourquoi? Évidemment sur des questions d'utilisation. Madame Fraisse l'a très bien expliqué. Oui, mais comment? Comment? Lorsqu'on prend un médicament, on va ouvrir la boîte, on va avoir une notice, on va savoir très précisément une catégorie, l'indication, on va savoir très précisément des contre-indications, des effets secondaires potentiels, une posologie. Et lorsqu'on se situe dans le cadre des interventions non médicamenteuses, qu'est-ce qu'on sait vraiment? On va voir un acupuncteur, on va voir un programme d'activité physique, mais quelles sont les théories sous-jacentes? Quels sont les mécanismes sous-jacents? Quelles sont véritablement les indications précises pour quelle population? Quelles précautions doit-on prendre? Quels effets indésirables? Y a-t-il eu des recherches sur les interactions, les interférences avec d'autres traitements? Est-ce qu'on sait véritablement les modes d'utilisation? Est-ce que l'utilisateur final est informé? Aujourd'hui, évidemment, il y a tout, et également, ou hélas, n'importe quoi, et on n'arrive pas à bien le définir. Alors, les organisations, notamment françaises, AFSAPS, devenu ANSM, mais également l'EMA en Europe, également la FDA aux États-Unis, et d'autres structures ont réglementé de façon très précise la recherche fondamentale, la recherche clinique. Les autorités étant là pour bien spécifier, voire potentiellement rembourser, étudier leur mise sur le marché et enfin, naturellement, étudier et contrôler la façon dont l'usage est réalisé et les mésusages. Mais dans les interventions non médicamenteuses, il y a effectivement des études fondamentales sur les mécanismes. Mais souvent, ces mécanismes, ils ne sont pas uniques, ils sont multiples. Il y a une multifactorialité des mécanismes qui agissent de façon systémique. Et oui, parce qu'on ne s'intéresse pas uniquement qu'à un organe, ou à un tissu, ou à une cellule, ou potentiellement à un gène. Les interventions non médicamenteuses sont forcément une intervention qui va s'adresser à la personne dans sa globalité, dans son mode de vie, dans son environnement social, culturel. Donc évidemment, la question de la recherche clinique, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la littérature, il y a des questions énormes qui se posent sur comment démontrer, quelle dose, quelle modalité. Et évidemment, les autorités vont être très en difficulté pour réglementer le secteur. Et en disant, dans certains cas de figure, il ne s'agit uniquement que d'aliments, et pas de compléments alimentaires, qui pourraient être plus dans la catégorie des interventions non médicamenteuses. Et évidemment, un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de chercheurs se trouvent en grande difficulté pour catégoriser. Et de la même façon, naturellement, pour la mise sur le marché ou pour la vigilance, il n'y a pas grand-chose. D'où l'idée de concevoir un congrès international à Montpellier. Ça a été vraiment explicité de façon très claire. Pourquoi à Montpellier? Parce que c'est une rencontre entre les sciences de la santé et les sciences humaines. Et que sans ça,
le développement, le travail ne peut pas se faire de démonstration d'efficacité parce que c'est nécessairement un travail multidisciplinaire. Et donc ce congrès, tous les 2 ans à Montpellier depuis 2011, fonctionne très bien. On est ravis évidemment de vous accueillir ici, parfois de très très loin. Alors concrètement, regardons ce que peuvent dire une autorité essentielle en France qui s'appelle la HAS, la Haute Autorité de Santé. Elle dit la chose suivante: en matière d'efficacité, on ne sait pas. On ne sait pas au regard des standards méthodologiques du médicament. Elle présente pour la plupart des insuffisances méthodologiques, donc les autorités ne peuvent pas conclure. Donc, ce qui veut dire que derrière, les questions de remboursement, les questions d'aide pour les sujets, les patients, posent de véritables difficultés. Et si on se replonge, il y a quasiment une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années selon, c'était sensiblement la même chose pour le médicament. Et je ne vais pas vous lire cette phrase d'un des livres les plus importants en France sur la recherche clinique. Elle explique tout simplement que, notamment pour les prescripteurs, la connaissance de leur efficacité n'était pas suffisamment pertinente, judicieuse, et évidemment, à cause de ça, il y a un attachement crédule à des traditions ou des généralisations un peu hâtives, et évidemment, pour des sujets, des patients qui sont en fragilité, évidemment, ça peut conduire à des choses tout à fait problématiques, voire tragiques. Donc, depuis peu, des Canadiens notamment, mais ont fait émerger cette discipline de, à la fois la médecine, mais les sciences du sport, les STAPS, mais également la psychologie, sur une pratique qui est basée sur des preuves scientifiques, l'evidence-based, aussi bien dans une logique thérapeutique que préventive, dans l'optique d'avoir une pratique professionnelle éclairée et évidemment un usage à bon escient. Et donc ça nécessite des recherches, et ces recherches, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il s'agit ici d'une requête sur des publications internationales sur la base de données PubMed, où vous voyez 1000 publications aujourd'hui par an sur la notion de complément alimentaire, 2500 publications par an sur activité physique adaptée et 1400 publications sur les psychothérapies. Ça fait en tout 30 000 publications en 2014 dans les bases de données sur les interventions non médicamenteuses. Je ne vais pas parler d'études, mais de publications. Ce qui veut dire que ce qui est important à travers ces courbes, c'est surtout la tendance qui est en train d'augmenter de façon très significative et sur lequel de plus en plus de chercheurs s'intéressent à faire de la recherche de qualité pour calibrer, si je puis dire, la notion et les programmes d'intervention non médicamenteuse. Pourquoi ? On peut parfois le voir dans la presse, la notion d'alternative. On n'est pas du tout là-dessus. L'alternative, c'est peut-être uniquement, dans certains cas, pour guérir une maladie donnée. Oui, mais les interventions non médicamenteuses, elles ont potentiellement d'autres effets. La durée de vie, diminuer les symptômes, potentialiser les bénéfices d'un traitement conventionnel, notamment, pourquoi pas, sur les questions d'observance de traitement. Elles peuvent également prévenir l'apparition de nouvelles maladies, d'améliorer la qualité de vie, comme l'a dit Mme Fraisse, également augmenter la participation sociale, être citoyen en capacité de partager, d'échanger avec d'autres, de créer des associations de patients, d'échanger et d'être en capacité de faire des choses socialement. C'est un élément très très important, et de réduire évidemment les situations de handicap. Réduire les dépenses directes, Philippe Auger a insisté sur cette question, et effectivement, depuis notamment des travaux réalisés en particulier en collaboration avec Jacques Mercier il y a quelques années, de faire des études coût-efficacité pour mesurer des programmes d'éducation thérapeutique sont des éléments tout à fait clés, et potentiellement également les dépenses indirectes. Alors pour ne pas être long, je voudrais simplement vous accueillir en vous remerciant encore une fois d'être présent et en vous disant qu'on est en train d'organiser un congrès sur lequel vous avez la parole et sur lequel vous pourrez, notamment sur le stand, nous donner vos recommandations, vos suggestions pour qu'en 2017, on fasse quelque chose d'encore plus performant. Mais aujourd'hui, 31 conférences plénières avec des orateurs venant on va dire des États-Unis, du Canada, d'Angleterre et évidemment d'Europe, ça paraît évident, l'Angleterre étant en Europe, pardon.
58 posters scientifiques, également un salon avec des exposants, et on veut vraiment remercier les exposants d'être venus, et divers événements liés notamment au B2B et au business. Nous, universitaires, on apprend parfois des mots savants de ce type-là, on ne connaissait pas trop ce genre de mots. Et également, donc, on voulait faire cette année une conférence grand public pour sensibiliser, mais aussi pour écouter ce que les patients ont à en dire, et probablement que les chercheurs auront intérêt dans les années qui viennent à écouter aussi ce que les patients ont à dire et quels besoins ils ont en matière d'intervention non médicamenteuse. Et samedi, à Saint-Charles, et on est très très content également de présenter à la fois la plateforme CEPS et l'activité de recherche liée à la Maison des sciences de l'homme. C'est aussi la perspective de dire que c'est aussi un congrès d'universitaires avec des ateliers et que ça se passe également au sein de Saint-Charles à l'université. Donc, merci beaucoup pour être présent. Je voudrais, à présent, juste avant de conclure, dédicacer, comme chaque année, on dédicace à 3 personnes qui militent quelque part, et je pense que Mme Fraisse a parlé de combat, c'est aussi probablement un combat. Christophe André, que vous connaissez probablement, qui est né à Montpellier, qui est un psychiatre, et qui travaille en particulier sur les thérapies cognitivo-comportementales, et notamment quelque chose qui est très connu aujourd'hui, qui s'appelle le mindfulness, les thérapies de pleine conscience, qui sont notamment dans le domaine qui m'intéresse beaucoup, la recherche sur le cancer, en quoi et comment ces approches de mindfulness vont avoir des effets tout à fait significatifs, et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui œuvre énormément dans cette thématique. Une deuxième personne présente dans la salle, et je suis très très ému qu'il soit avec nous ce matin, le professeur Claude Dreux de l'Académie de médecine, notamment pour la raison qu'il a collaboré, dirigé un rapport de l'Académie de médecine sur la culture de la prévention en France. Et je pense que c'est quelque chose de tout à fait étonnant de se dire que oui, il y a plein de messages de santé en prévention primaire. En revanche, la prévention secondaire et tertiaire, elle est souvent un petit peu minorée et souvent la recherche n'est pas forcément suffisamment bien calibrée pour en montrer les tenants et les aboutissants. Et ce rapport de l'Académie de médecine date de décembre 2013 et il se suit par d'autres programmes et d'autres rapports. Mais vraiment, merci beaucoup du travail qui a été fait à ce niveau et qui est tout à fait indispensable et que vous pouvez retrouver sur le site de la conférence. Et une dernière personne à qui je voudrais dédier, et où l'équipe d'organisation voudrait dédier ce congrès, Elias Zerhouni, qui était au NIH, aux grandes structures américaines de recherche sur la santé, et qui a porté, et c'est quand même fort d'arriver à dire que la thérapie, la médecine de demain, va aussi s'appuyer sur la médecine des 4P, preemptive, donc basée sur la prévention. Et la prévention va devenir un élément important. C'est bien effectivement de chercher à guérir, mais il faut également prévenir et concevoir des programmes qui vont prévenir. D'autre part, predictive, la notion de prédiction, prévision, et comment des biodiagnostics de plus en plus puissants vont permettre de repérer de plus en plus précocement un certain nombre de maladies. C'est bien de dépister, de repérer, de screener. Mais comment ? Évidemment, on va permettre aux personnes d'éviter que ça s'aggrave ou de retarder en tout cas l'évolution d'une maladie. Autre point, personnaliser au sens de c'est bien qu'il y ait des cadres génériques de la science, mais évidemment, il reste aux cliniciens, aux professionnels des activités physiques, de la rééducation, des psychothérapies, de l'éducation pour la santé, à personnaliser le cadre scientifique qui a été établi. Et dernier point, participatory, impliqué, proactif. Il faut une démarche finalement responsable et y compris les patients ont quelque part à être actifs dans leur programme de réhabilitation. Donc encore une fois, je voudrais remercier les personnes qui sont venues ce matin, représentant des grandes institutions de Montpellier et de la région, sachant que évidemment la région porte une thématique à travers la 3S qui s'appelle les interventions non médicamenteuses, en particulier sur les thématiques de santé. Et je vous souhaite un bon congrès à toutes et à tous. Merci encore.